Les pathologies cellulaires élémentaires les plus évidentes, le nombre de cellules. L'aplasie, l'hypoplasie, donc c'est la diminution ou la disparition de cellules. Il y a des choses qui sont physiologiques. Donc par exemple, le tissu immunitaire. Le tissu immunitaire qui nous protège tellement bien, en fait, il est programmé pour se renouveler et finalement s'adapter jusqu'à l'âge de 40, 50 ans maxi. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez le thymus, donc le thymus c'est un organe lymphoïde, dans lequel se fait la différenciation des lymphocytes, eh bien, ce thymus, lorsque vous voyez un enfant, il a un gros thymus. Lorsque vous prenez un adulte de 40 ans, bah, il est pratiquement, vous ne le voyez plus, il est quasi virtuel, sauf dans certaines maladies. Voilà, mais ça, c'est normal, malheureusement, c'est la physiologie. La moelle osseuse, c'est pareil. La moelle osseuse, c'est là où sont générées toutes les cellules hématopoïétiques, les globules rouges, les plaquettes, les lymphocytes. Donc tout ça, c'est un tissu qui, avec l'âge, eh bien, diminue en richesse. Et donc, vous comprenez maintenant beaucoup mieux pourquoi on dit le sujet âgé est, entre guillemets, immunodéprimé, parce qu'effectivement, il a perdu cette capacité à renouveler son capital immunitaire. Ce qui est pathologique, par exemple, c'est que si vous irradiez un individu de 20 ans, bah, vous allez avoir une aplasie médulaire, mais c'est parce que vous l'avez irradié. Lorsque vous prenez certains médicaments, de temps en temps, vous avez des aplasies médulaires. La chimiothérapie, vous savez que vous allez induire une aplasie médulaire pour certaines chimiothérapies très aplasiantes. Voilà, mais c'était attendu, c'est une vraie lésion, mais c'était attendu. Donc c'est entre le normal attendu et le très pathologique. Voilà par exemple un exemple de biopsie ostéomédulaire. Donc c'est toujours pareil, ce qui est coloré en violet c'est le noyau, donc plus c'est violet, plus il y a de noyaux. Et moins il y a de violet, moins il y a de noyaux. Dans la biopsie ostéomédulaire, dans la moelle, en fait, vous avez de l'os, qui est le soutien. Vous avez du tissu adipeux qui vous apparaît en blanc. Et puis tout ce qui est bleuté, c'est les cellules hématopoïétiques. Donc vous voyez qu'à gauche, c'est une moelle normale, pas très riche, mais normale. Et à droite, c'est une moelle d'aplasie médulaire. Donc si toute votre moelle est comme ça, la personne, elle est en pancytopénie. C'est-à-dire qu'elle n'a rien dans le sang, elle est incapable de coaguler, elle est incapable de se défendre, et elle est incapable d'oxygéner. L'hyperplasie, c'est le contraire. Et c'est pareil, il y a des situations tout à fait normales et des situations tout à fait anormales. Anormales, très embêtantes, anormales, moins embêtantes. Par exemple, bon, alors tout ce qui est hormonal, bah oui, bien sûr, vous avez une hyperplasie, vous avez une augmentation des cellules, vous avez une maturation hormonale des individus. Et par exemple, la glande mammaire à la puberté, vous allez avoir une hyperplasie des cellules, vous allez avoir une augmentation du nombre de cellules. Lorsque vous faites une hépatectomie partielle, par exemple, eh bien, vous allez avoir une augmentation, vous allez avoir une reconstruction de l'organe foie par multiplication des cellules. Donc, vous allez, entre guillemets, être dans une situation où vous allez avoir une hyperplasie. Bien sûr, c'est parce que vous en avez enlevé un morceau, mais vous allez avoir une hyperplasie des cellules. Ce qui est pathologique, par exemple, c'est pareil, dans le moment des situations hormonales délicates, par exemple au périménopause, vous pouvez avoir des stimulations hormonales un peu déséquilibrées qui vont induire une hyperplasie des cellules épithéliales de l'endomètre, de l'utérus. Et cette situation-là, qui est subphysiologique, elle peut aboutir à un moment donné à vraiment une hyperplasie très importante avec induire des saignements, voire s'associer dans un continuum avec des tumeurs. L'hyperplasie médulaire, on peut l'avoir dans des situations toutes simples, c'est vous donner des facteurs de croissance médulaire, vous allez booster votre moelle, vous allez fabriquer une quantité pas possible de cellules hématopoïétiques, vous allez avoir une hyperplasie médulaire. Voilà, donc on reste toujours dans la moelle, donc toujours celle-là qui est à peu près normale. Et vous voyez ici qu'elle vous apparaît très bleutée parce que c'est rempli de cellules, vous n'avez plus de tissu adipeux quasiment. Et ça, c'est une hyperplasie médulaire. Alors pourquoi il y a une hyperplasie médulaire? J'ai pris des médicaments, j'ai une maladie inflammatoire, ce qui fait que en fait, j'ai un renouvellement cellulaire, j'ai une espèce de machinerie qui s'est mise en route. Ou alors j'ai une tumeur de la moelle, une tumeur qui fait que j'ai beaucoup de cellules. Les pathologies cellulaires élémentaires les plus évidentes, la taille des cellules. La taille des cellules va impacter, comme le nombre de cellules, va impacter la taille de l'organe, puisque l'organe est constitué de cellules. Donc, si elles peuvent être toutes petites, atrophiques ou hypertrophiques. Et ça aussi, vous allez voir que ça peut être embêtant ou pas embêtant. C'est des fois des lésions tout à fait d'adaptation à certaines situations. Des fois, c'est plus embêtant. La notion de trophie, c'est plutôt une notion de fonction, de masse fonctionnelle. Donc c'est sûr que lorsque vous diminuez le nombre de cellules ou vous augmentez le nombre de cellules, vous faites une atrophie ou une hypertrophie parce que forcément vous augmentez ou vous diminuez le nombre de cellules. Mais vous pouvez aussi augmenter ou diminuer la taille des cellules et leur fonction. Donc ça, c'est aussi des situations tout à fait parfois physiologiques.
L'atrophie ovarienne à la ménopause, voilà, vous n'avez plus du tout de tissu ovarien fonctionnel, vous n'avez plus d'ovocytes, ben vous avez une atrophie, vous avez un ovaire qui devient fibreux et beaucoup plus petit. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, vous avez une atrophie cérébrale, vous avez un cerveau qui est plus petit. Alors c'est beaucoup plus embêtant et c'est absolument pas physiologique, alors que malheureusement, dans la ménopause, c'est tout à fait physiologique. Vous avez par exemple un truc tout bête, hein, vous êtes fait une fracture, vous avez mis un plâtre, vous enlevez le plâtre, vous voyez votre jambe qui est devenue toute petite. En fait, vous avez une atrophie musculaire que vous allez pouvoir récupérer en faisant de la kiné. Donc voilà, donc ça peut être des situations très, très variées. Et c'est vrai que là, bah, il y a une forte confrontation entre ce que nous on voit et les renseignements cliniques. Bon, on va pas faire une biopsie musculaire à quelqu'un qui vient d'enlever son plâtre et qui a un petit muscle, ça c'est sûr. Donc la maladie cœliaque, l'intolérance au gluten dont on parle beaucoup, puisqu'il y a plein de gens qui disent qu'ils veulent plus manger de gluten parce que voilà, c'est une vraie maladie, c'est une vraie maladie auto-immune d'intolérance au gluten, et en fait elle se manifeste par une atrophie des villosités du tube intestinal. Donc le tube intestinal, l'intestin grêle, c'est l'endroit où vous allez avoir l'absorption de ce que vous allez manger, et c'est un grand endroit d'échange et d'absorption et de métabolisme. Lorsque vous diminuez la surface d'absorption, eh bien, c'est comme si vous coupiez un morceau d'intestin grêle, ben vous allez induire des malabsorptions, c'est-à-dire vous absorbez moins bien. Donc l'atrophie villositaire de la maladie cœliaque, c'est qu'en fait vous diminuez à peu près de 2,5 la surface d'absorption puisque vous avez une atrophie. Vous voyez qu'en fait, là on a coupé à peu près au même endroit. Normalement vous avez des villosités hein, en doigt de gant comme ça, qui font 2,5 fois la surface d'absorption en profondeur. Et bien là vous voyez que ça vous l'avez perdu. Et donc du coup, eh bien vous avez une malabsorption. La malabsorption va se révéler par de la diarrhée, par de l'anémie, par de la fatigue, par différentes manifestations. Donc c'est vrai que avant, on faisait des biopsies intestinales pour faire la preuve de l'atrophie villositaire. Souvent, maintenant, on fait d'autres tests plus métaboliques qui permettent finalement de faire le diagnostic. Il y a juste dans une situation particulière, c'est que vous avez souvent associé à cette maladie cœliaque qui est une maladie auto-immune, vous avez souvent une infiltration de lymphocytes dans l'épithélium. Et parfois, ces lymphocytes deviennent anormaux et sont associés à un lymphome T. Donc, de temps en temps, on a encore des biopsies de maladie cœliaque. L'hypertrophie, c'est le contraire. Donc, soit vous augmentez le nombre de cellules, soit vous augmentez la taille des cellules. Donc là aussi, situation tout à fait normale, le sportif, il a des gros muscles, bon, voilà. Pendant la grossesse, pareil, le muscle utérin, lorsque vous avez quand même une cavité qui se dilate parce que vous avez un embryon puis un fœtus, eh bien, le muscle utérin s'hypertrophie pour pouvoir lutter contre la pression endocavitaire. Après, vous avez des situations tout à fait anormales, par exemple, lorsque le muscle cardiaque devient hypertrophique, vous savez qu'il devient dysfonctionnel, il peut être hypertrophique pour plein de raisons, parce que vous avez un rétrécissement valvulaire, parce que vous avez des dysfonctions, vous avez une hypertension. Donc ça, par contre, c'est associé à des lésions pathologiques pour l'individu. Les pathologies cellulaires élémentaires les plus évidentes, la différenciation, la métaplasie. Vous avez souvent tendance à considérer que métaplasie, c'est égal dysplasie égale cancer. Non. Métaplasie, c'est une transformation des cellules qui s'adaptent à quelque chose qui les agresse. L'exemple le plus typique de la métaplasie, c'est par exemple le fumeur. Le fumeur, l'épithélium, je vous ai dit, l'épithélium bronchique, il est constitué de cellules ciliées et de cellules mucosécrétantes. Tout ça, c'est fait pour essayer d'englober les particules inhalées et les envoyer vers l'extérieur. Lorsque vous fumez, ça agresse beaucoup de choses, mais ça agresse la muqueuse bronchique. La muqueuse bronchique, les cellules ciliées, les cellules mucosécrétantes sont des cellules fragiles. Donc elles savent qu'elles ne sont pas capables de résister à cette agression. Donc la seule façon pour elles de résister, c'est de se transformer. Et elles vont se transformer en cellules malpighiennes. Cellules malpighiennes, la peau, c'est quelque chose de costaud, de protecteur. Et donc du coup, vous allez avoir une muqueuse bronchique qui va être malpighienne. Donc c'est entre guillemets pas normal, c'est pas un cancer. Mais ça explique pourquoi vous allez avoir un cancer, un carcinome épidermoïde, donc cancer malpighien, sur une muqueuse bronchique, alors que normalement, vous n'avez pas ces cellules-là dans la bronche. Le col utérin, très souvent en métaplasie. L'œsophage, alors c'est l'inverse de l'épithélium bronchique, je trouve que c'est intéressant. L'œsophage, c'est vous avez un épithélium malpighien.
Donc costaud, on va dire. Mais en fait, lorsque vous avez un reflux gastro-œsophagien, vous avez un reflux dit acide, hein, c'est vrai, le pH est 1. Et là, vous avez besoin d'un épithélium particulier pour résister à un pH à 1. Alors, vous buvez un truc à 1, ça brûle. Donc en fait, la seule façon qu'a du coup l'œsophage lorsque vous avez un reflux gastro-œsophagien, eh ben, c'est de se transformer en épithélium de type gastrique. Et cette zone-là est une zone particulière de fragilité, pareil, et où peut émerger un cancer de l'œsophage et qui sera un adénocarcinome, un cancer glandulaire, et non pas un carcinome épidermoïde, par exemple, du gros fumeur qui a des fois des cancers de l'œsophage, parce que c'est aussi très agressif pour la muqueuse œsophagienne, le tabac, et qui va avoir un carcinome épidermoïde. Là, c'est un carcinome particulier, des gens qui ont un reflux gastro-œsophagien. C'est pour ça que le reflux gastro-œsophagien est quelque chose, une maladie qu'il faut diagnostiquer, dépister et surveiller.